Bien, bonjour à tous, bienvenue à ce 7e cours où on va donc parler de catalyse photoredox, mais plus sur l'aspect applicatif. Et on va faire... alors déjà, il faut faire une sélection parce que, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, la littérature est pléthorique. 600 publications en 2016, on est en 2024, je pense qu'on peut multiplier ce chiffre par 100 probablement, peut-être plus. Donc on ne peut pas parler de tout. Je parlerai encore de catalyse photoredox au prochain cours et de toute façon probablement l'année prochaine aussi sur certains aspects de cette catalyse. Mais aujourd'hui, donc, je vais plus me concentrer sur les radicaux C-centrés. Je parlerai des hétéroradicaux la semaine prochaine. Et donc, on va parler d'abord de la formation de radicaux aryl et alkyl, de la réduction de cette liaison CX, X étant principalement un halogène, ou d'autres types de dérivés, ce qui va nous conduire vers une autre façon d'activer ces liaisons carbone-halogène par ce qu'on appelle maintenant du XAT, qui est simplement en fait un arrachement de l'halogène. Et puis, on va évoluer vers une autre façon de faire des radicaux, principalement alkyles, qui est l'oxydation de carbanions soft. Donc, ce que j'appelle soft carbanions, c'est en fait des carbanions stabilisés, principalement trifluoroborates ou silicates, mais on va aussi parler des carboxylates. Et puis, quelque chose qui est propre à la catalyse photoredox, le fait qu'on puisse la fusionner avec une catalyse organométallique. Donc, revenons sur ce tableau qui était en fait dans le papier de John Murphy. Il y a un intérêt énorme à toujours fonctionnaliser ces aromatiques parce qu'en fait, ce sont des noyaux présents dans de nombreux pro-médicaments ou intermédiaires de synthèse. Et donc, si on arrive à réduire ces liaisons carbone X, on peut les fonctionnaliser ou vraiment les réduire. Sachant que le challenge se situe au niveau des chlorures, puisque globalement, ils sont moins chers, plus accessibles synthétiquement en amont. Mais par contre, évidemment, ils sont extrêmement durs à réduire, comme vous le voyez au niveau des potentiels, parce que là, on est en dessous de moins de 2,5. Donc, c'est difficile. Donc, il y a des précurseurs faciles, c'est les diazoniums, on l'a déjà vu, ou le diarrhéionium, là, on est supérieur à moins 1 volt, pas de problème. Les sulfoniums, on a déjà un petit peu parlé, vont être, ou certains alkyles ou aryl halides vont être inférieurs à 1 volt, moins 1 volt, pardon, mais supérieurs à moins 2. Mais finalement, c'est une région où il n'y a pas tant de chimie que ça, on va en parler un petit peu. Et puis, donc, le challenge, c'est pour les aryl chlorides et autres où on va aller loin. Donc, je vous rappelle, premier papier vraiment de catalyse photoredox synthétique 2008. Donc 2012, vous voyez, donc ça m'a quand même mis un certain nombre d'années pour avoir des synthèses assez fiables de réduction de dérivés, par exemple, assez durs à réduire, comme ces aryliodures. Donc, les premiers papiers qui sont arrivés ont été sur des composés assez électrophiles, donc autrement dit des liaisons carbone-halogène très activées, qu'on peut réduire assez facilement par l'état excité, par exemple, de cet iridium ici. Les travaux en Suisse, c'est principalement Stephenson, lui, s'est intéressé à la réduction de ces liaisons carbone-brome par le ruthénium 1. Donc dans ce cas-là, si on reprend nos scénarios de la semaine dernière, en fait, dans ce cas-là, c'est le scénario 1. Et on peut aussi utiliser l'iridium 2, celui-là, pour réduire ce type de composé. Et là, on va utiliser directement l'état excité du FAC IRPP pour réduire ce type de composés, plus particulièrement ceux-là qui sont décrits dans ce Nature Chem. Toutefois, si vous regardez bien, moins 1,73, on est au-dessus de ce qui est requis, puisqu'on est globalement à moins 2. Donc thermodynamiquement, cette transformation n'est pas favorable, mais malgré tout, elle va fonctionner, et on va voir qu'elle fonctionne dans différents types de conditions. C'est probablement dû au fait qu'on forme un radical anion qui, lui, fragmente, et là, du coup, assure une irréversibilité du transfert électronique. Donc, ce qu'a développé Stephenson, c'est la réduction des alkyliodures pour donner l'alkane correspondant. Donc, les vinyles, c'est toujours des dérivés un petit peu à part, mais là, ça marche très bien. Et ici, on a une chimiosélectivité assez logique entre carbone-iode et carbone-chlore. Et donc, la formule utilisée, on va dire le mélange, c'est ce complexe d'iridium très réducteur, moins 1,73 ici à l'état excité.
C'est ce qu'on voit ici. Et après, il faut un donneur sacrificiel pour donc en fait réduire l'iridium 4 qui est formé en iridium 3, d'où cette amine. Et il faut également un donneur d'hydrogène. Et donc, alors, objectivement, le mélange ici est assez complexe et sa rationalisation, à mon avis, n'est pas complètement terminée, mais globalement, on a une donation d'hydrogène. Je ne vais pas rentrer dans le détail du don d'hydrogène, parce que les gens ne sont pas forcément d'accord sur le qui fait quoi, selon qu'il y a des espèces qui sont très rapides pour donner de l'hydrogène, mais parfois très minoritaires, alors qu'il y en a qui sont très présentes. Il y a un excès de ces amines qui peuvent quand même aussi donner leur hydrogène, mais les cinétiques sont plus lents. Donc globalement, c'est quand même assez complexe, et ça va dépendre beaucoup des conditions de réaction. Ce qui est intéressant ici dans ces travaux de Stephenson, donc il a comparé la réduction d'un alkyliodure avec un aryliodure. Vous remarquerez qu'au niveau de la procédure expérimentale, ce n'est pas tout à fait d'ailleurs la même chose. C'est plus dur pour l'aryliodure, il force plus en amine. Il met également cet acide formique. Mais ce qui est intéressant, c'est les chimiosélectivités qui sont observées. On peut réduire cette liaison carbone-iode en présence d'un certain nombre de groupes qui sont susceptibles d'être réduits. Par exemple, ce bromure ici n'est pas attaqué, on casse sélectivement la carbone-iode. Ici, bon, pareil, on ne touche pas du tout à ce bromopyridine, on va sélectivement hydrogéner cette position. On ne touche pas à cette lactone, dont on sait pourtant qu'elles peuvent être réduites. Alors, plutôt les lactones 6, d'après les travaux de Proctor qu'on a vus précédemment, mais globalement, malgré tout, on pourrait imaginer un don d'électrons ici et éventuellement une évolution. Et puis, donc c'est la même chose ici. Il a aussi des chimiosélectivités sur ce type d'aromatique, globalement iode versus chlore, ce qui est assez logique. Pas de cyclisation radicalaire ici, on réduit directement cette position, ce qui est assez logique parce que là c'est une position qui est quand même pas. La double liaison est assez loin. Par contre, c'est intéressant, pas de réduction de l'ester, liaison avec carbone-iode ici. Position, on réduit en présence d'une amine. On réduit, le sulfonyle ici n'est pas réduit, donc voilà. Donc on a quand même des processus qui sont très chimiosélectifs, et donc c'est quand même l'intérêt de ce travail, qui a été publié en même temps qu'une autre version de cette déhalogénation sur aussi les dérivés iodés, du coup par le groupe de Cholbom-Lee en Corée, qui lui repose sur un scénario 1, c'est-à-dire qu'il va former la forme réduite du catalyseur ici, du photocatalyseur, et celui qui l'utilise, en fait, c'est l'iridium pipidium d'éthyrbutyl, donc celui-là, en fait, c'est donc ce photocatalyseur-là qui l'utilise, mais sous sa forme réduite, iridium 2. Donc, l'iridium excité va être réduit par la base de Hunig, cette amine tertiaire, on forme ce radical cation. On forme, donc après, une fois qu'on a formé l'iridium 2, il va être suffisamment réducteur pour former ce radical anion, qui, comme je vous le dis, fragmente. Une fois qu'on a fragmenté, évidemment, là, on va parvenir en arrière. Et ensuite, on fait une cyclisation radicalaire pour former donc, ce méthylène qui va être hydrogéné. Donc là, les possibilités sont assez nombreuses. Et donc, on obtient ces produits de réduction. Ce qui est intéressant, c'est une réaction qui, au niveau des rendements, qui tourne bien. Les conditions finalement sont assez voisines. On met quand même beaucoup d'amines et on met également le solvant est identique, c'est l'acétonitrile. Différents types d'alkyliodures peuvent être engagés dans cette transformation, qui, dans ce cas-là, vont pouvoir cycliser avec des rendements tout à fait corrects. Comme vous le voyez ici, on peut faire des 6 exotrig, des 5 exotrig, diastérosélectifs avec la diastérosélectivité qu'on peut attendre, sur la double liaison également. Donc il n'y a pas beaucoup d'autres types de réactivité. Une fois de plus, les sulfonyles ne sont pas touchés, parce qu'on va voir un exemple où on va pouvoir les réduire. Donc on peut dire que cette réaction est globalement maîtrisée et qu'on sait la faire, mais restait le problème. Et si on doit par exemple aller au chlorure ou au bromure, comment aller plus loin dans le potentiel? Et donc est apparu en 2014 cet article par Koenig qui s'est intéressé à ce PDI, ce périlène diimide, avec le principe du consecutive PET, donc le ConPET, pour réduire différents types d'halogénures aryliques. Donc le principe est le suivant. On met un halogénure d'aryl, on met le PDI qui va servir ici de photocatalyseur.
Et on met une grosse charge en amine tertiaire qui va avoir un rôle important, comme on va le voir. Donc, tout d'abord, on photoexcite le PDI ici pour arriver à son état excité, et celui-ci va être en fait réduit par la triéthylamine pour former donc le radical cation ici et ce radical anion ici. Et donc, le principe du CONPET, c'est que ce radical anion peut être à son tour photoexcité pour arriver à un état excité, très réducteur. Et cet état très réducteur va pouvoir réduire différents types d'halogénures X, puisqu'on là on arrive à des potentiels qui sont de l'ordre de moins 2,3 ou 4. Donc ça c'est le principe. Donc on a un don d'électrons ensuite à l'halogénure, fragmentation, on forme un radical AR qui peut être hydrogéné soit par le solvant, soit par évidemment cet aminium. Et donc on obtient le produit halogéné, ou il va aussi l'engager dans d'autres types de réactions, notamment faire du couplage, on va dire aryl-aryl, avec des pyroles. Alors, ce papier, son explication mécanistique a été, on va dire, revue par ces deux spécialistes de photochimie, Cerroni et Cozzi, qui disent que le CONPET est peu vraisemblable, c'est-à-dire qu'en fait cette photoexcitation du radical anion est peu vraisemblable, dû à la durée de vie assez faible et un certain nombre de considérations cinétiques et thermodynamiques. Donc le mécanisme ici, probablement, enfin, ce qu'il pense, c'est que ce mécanisme n'est pas le bon, et il propose autre chose. C'est assez compliqué, on rentre vraiment dans la photophysique. Ce qui est clair, c'est qu'expérimentalement, les résultats sont là, et on a bien de la réduction d'halogénures variées, donc des iodures, des bromures, des chlorures. Et à chaque fois, le radical aryl qui est formé peut réagir, en fait, par exemple ici avec le pyrrole, dans des rendements qui sont corrects. Donc, vous allez voir, ce n'est pas le papier le seul où l'explication est un peu, on va dire, challengée. Et c'est de toute façon une discussion qui est encore en cours, puisqu'il y a plusieurs groupes qui travaillent sur ce type d'approche. Donc, si on fait un radical aryl, évidemment, il peut cycliser. Ici, on réduit sélectivement le chlore et non pas le nitrile, par exemple, et ainsi de suite. Mais bon, les rendements sont quand même corrects. Et donc, ce PDI permet vraiment de faire des choses qui, pour l'instant, étaient relativement inaccessibles. Alors, il a toutefois un inconvénient, c'est qu'en fait, il n'est pas très soluble. Et donc, il n'est pas toujours facile à obtenir de façon extrêmement pure, parce que sa purification, par exemple, est assez complexe. Et donc, il peut y avoir des impuretés avec lui. Et donc, ce qu'a fait Koenig, c'est en fait de proposer un autre photocatalyse qui propose de faire globalement la même chose. Et dans ce cas-là, c'est de faire du CONPET avec cette rhodamine 6G, qui lui a un photocatalyseur extrêmement... un organophotocatalysateur là aussi très abondant. Et ce qui est particulièrement intéressant dans cette étude, c'est le même principe, on va avoir une double utilisation du photon, mais selon la longueur d'onde avec laquelle on travaille. C'est-à-dire que si on travaille avec de la lumière verte, on va photoexciter la rhodamine en présence d'une amine, l'amine tertiaire, pour obtenir ce radical anion qui va en fait juste réduire un seul halogénure et qu'on voit juste, par exemple, aryler avec le pyrrole. Et ça s'arrête là. Okay, parce qu'en fait, ce composé-là est plus difficile à réduire. Par contre, si vous faites la même réaction avec de la lumière bleue, un petit peu plus énergétique, vous allez pouvoir photoexciter ce radical anion qui provient de la rhodamine, obtenir un état excité de ce radical anion qui, lui, va pouvoir en fait, réduire à maintenant une des liaisons carbone-brome de ce dérivé, et vous allez pouvoir faire la disubstitution. Donc c'est ce qu'on voit ici. Selon en fait, la longueur d'onde, on va pouvoir obtenir une monosubstitution, ou si on est en lumière bleue, on va pouvoir faire une disubstitution. Et donc c'est ce qu'il appelle une chromosélective photocatalysis. Donc clairement, on joue avec la longueur d'onde. Et ça, ce genre d'approche est assez intéressant parce que d'abord, il n'y a pas eu énormément de développement autre, et puis on peut imaginer aussi des réactions orthogonales et ainsi de suite. Donc il l'utilise ici, par exemple, pour faire de la substitution séquentielle, c'est-à-dire qu'en fait, dans ce cas-là, il va rentrer un premier aromatique, et là, maintenant, il prend ce dérivé-là, il utilise le même photocatalyseur, mais il le fait en lumière bleue, et il va rentrer un deuxième aromatique.
Ça, c'est le premier séquentiel. Ici, on a 2 bromures qui peuvent être réduits. L'un est beaucoup plus réactif que l'autre. Celui-ci, bien sûr. Et donc, avec la lumière verte, on va pouvoir faire une première réduction. Et par contre, avec la lumière bleue, on va pouvoir faire une substitution. Enfin, dans ce cas-là, ce n'est pas une substitution, d'ailleurs, c'est une addition sur cette alcène qui est activée. Donc voilà, donc on peut jouer avec cette longueur d'onde pour globalement fonctionnaliser comme on veut ce type de motif. Alors là aussi, alors il y a une revue intéressante sur ces CONPET. Là aussi, le mécanisme a été, on va dire, revu. Et je crois que, comme je disais, les discussions sont toujours en cours. Mais ce qui est intéressant, c'est que globalement, donc il n'y a pas que le groupe de Koenig qui propose ce type de CONPET, parce que globalement, alors voilà, le mécanisme, oui, juste pour revenir là-dessus. Donc on photoexcite la rhodamine 6G en lumière verte. On forme le radical anion. Ce radical anion peut réduire ce dérivé-là. Par contre, si vous le photoexcitez de la lumière bleue, vous obtenez un état photoexcité de ce radical anion qui lui est beaucoup plus réducteur et va pouvoir réduire quand vous avez déjà une substitution préalable. Donc, d'où l'obtention des 2 produits différents selon les conditions d'irradiation. Donc, c'est un travail, comme je vous dis, assez élégant. Donc, alors, là, vous voyez, donc là aussi pour l'hydrogénation, il part du principe que c'est le radical cation qui donne son hydrogène pour former, dans ce cas-là, l'iminium correspondant, ce qui est a priori le chemin souvent privilégié. Des personnes vous diront que ce radical cation n'a pas le temps de le faire. Là aussi, le débat est encore ouvert. Alors, Nicevitz, qui a beaucoup travaillé, lui, sur les acridiniums, et notamment a développé cet acridinium ici, avec ce N-aryl, a en fait observé quelque chose d'intéressant, c'est que le radical qui vient de la réduction de l'acridinium photoexcité peut lui-même être photoexcité pour former un réducteur très puissant. Donc, le principe, c'est tel qu'on l'utilise habituellement, l'acridinium, on le photoexcite, et là, on a un oxydant très, très puissant. On va voir une application, d'ailleurs, de ce photocatalyseur un petit peu plus tard dans le cadre de ce cours. Mais une fois qu'on a réduit, en fait, cette entité, on forme cet acridinium, ce radical acridine, et lui, il peut être photoexcité pour donner en fait, cet état ici de photoexcitation qui correspond à un Twisted Intramolecular Charge Transfer, où globalement, l'électron ici du cycle a basculé sur l'aromatique, et donc on a maintenant une partie acridinium et une partie radical anion, et là on a un réducteur très, très, très puissant, puisque là, il estime son pouvoir de réduction inférieur à moins 3 volts. Et donc, comme je vous le dis, sur l'état de l'acridine fondamentale, du radical acridine, la SOMO, c'est-à-dire le centre radicalaire, est vraiment sur le composé tricyclique ici, enfin sur la composante tricyclique, et la LUMO sur l'aromatique. Et donc, on a ce transfert de charge intramoléculaire sous photoirradiation qui conduit à créer une entité extrêmement réductrice. Et notamment pour comprendre et justifier la formation de ce radical anion, si on prend ce bromo-acridinium et en fait qu'on l'excite sous LED bleue, on va en fait débromer ici parce qu'on passe par ce radical anion où on a fragmentation, formation d'un radical aryl, expulsion du Br- et on n'obtient que des produits ici, globalement, qui résultent de l'expulsion du bromure et donc qui globalement suggère bien qu'on est passé par un intermédiaire de type radical anion, enfin qu'on a une composante radical anion ici sur cette aromatique. Alors synthétiquement, le principe est le suivant. On part de l'acridinium, on le réduit. Celui-ci, le radical correspondant peut à nouveau être photoexcité pour conduire à cet état très réducteur, qui va maintenant réduire un halogénure pour former le radical aryl qui peut être hydrogéné. Et donc, on revient ensuite à l'acridinium. Et donc, on peut réduire des bromures, on peut réduire des chlorures. Les rendements sont particulièrement impressionnants, avec des potentiels quand même très très bas dans certains cas.
Là aussi, cette réaction est compatible avec pas mal de fonctions différentes, des acides carboxyliques, des doubles liaisons, des alcools. On peut aussi engager des aromatiques relativement enrichis. Et ce qui est intéressant, par exemple ici, on peut désulfonyler, enfin détosyler par exemple une amine avec ce système. Les rendements ici sont très bons. Et comme vous savez, c'est toujours une transformation qui est un petit peu compliquée. Synthétiquement, souvent on est obligé de mettre par exemple du magnésium dans le méthanol, stoichiométrique ou des choses comme ça, alors que là on peut le faire de façon photocatalytique très propre. Donc ça peut être ça, une portée synthétique assez intéressante. Alors néanmoins, ces réactions de réduction sont quand même assez difficiles à mettre on va dire, en œuvre pour plusieurs raisons. D'abord parce que là on commence à jouer avec des potentiels vraiment très très bas la compatibilité des fonctions et pas des nombreuses fonctions, voire des solvants, est à quand même regarder. Et puis l'autre problème globalement, c'est que les mécanismes sont toujours pas complètement avérés. Donc partir sur on va dire, sur des aventures synthétiques avec des mécanismes de réaction, on va dire, pas complètement établis, c'est toujours compliqué. Et donc Leonori, lui, a proposé de revoir complètement l'idée, là aussi, d'activer une liaison carbone X, mais non pas par réduction, mais vraiment par arrachement d'halogénure. Ce qui est une idée particulièrement intéressante, parce que pour l'instant, ce que je vous avais montré dans le cadre de ce cours, c'est que les radicaux qui font ça très bien, arracher un halogénure, c'est principalement le radical stanyle, ou ce radical trisméthylsilyle. Mais ces deux radicaux, on a vu aussi les inconvénients, ces réactions en chaîne nécessitent un initiateur, des conditions généralement thermiques. Leurs sous-produits sont problématiques. Donc, le groupe de Leonori s'est dit, pourquoi pas proposer d'autres groupes radicaux, d'autres radicaux qui pourraient faire ce boulot d'arrachement. Et il est parti de la considération très intéressante que ce qui est vraiment important dans cet arrachement d'halogénure, c'est la polarisation de l'état de transition. C'est-à-dire qu'en fait, cet état de transition repose sur un radical qui est très nucléophile pour arracher le X qui est ici. Or, un radical en alpha d'un azote, comme ça, est très nucléophile. Okay, ce qui est logique, puisqu'on a donc du doublé ici sur ce centre, donc on a un radical qui est très très nucléophile. Donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir arracher des halogénures variées sur différents types de substrats en créant in situ ce radical alpha-aminoalkyle de façon, on va dire, catalytique. Donc d'où l'idée d'utiliser la photocatalyse, parce que ça, on sait qu'on peut le faire assez facilement. Et donc le schéma global de la transformation, c'est on va partir d'un dérivé alkyle ou aryl halogénure, on va avoir ce radical alpha-amino qui va faire l'arrachement du X pour former ce radical alkyle ou aryl, et puis ensuite le fonctionnaliser, soit deutérer, soit l'alkyler, l'allyler, faire des oléfinations ou des arylations. Donc c'est un travail très très complet, reposant vraiment sur une idée finalement assez audacieuse, et finalement aussi qui redonne une vision nouvelle à ces réactions d'arrachement d'halogène qui étaient un petit peu contraintes par l'utilisation de ce type de radicaux stanyle ou silyl. Donc le principe est le suivant, parce qu'après il faut faire fonctionner la chimie. Donc comment on va faire? Donc on va utiliser un photocatalyseur, le 4-césal-IPN dont on a déjà parlé dans le cours précédent. Ce photocatalyseur, initialement utilisé par Zhang d'ailleurs, et puis d'ailleurs même nous dès 2016, en fait, se montre très très général. Et en fait, c'est un dérivé qui a été développé pour faire des OLED par Adachi, je reviendrai dessus, a la propriété d'être très oxydant à l'état excité, photoexcité, et a aussi d'ailleurs une durée de vie très très longue, de l'ordre de 5 microsecondes, donc ce qui fait un photocatalyseur particulièrement intéressant. Donc le principe, c'est on irradie ce photocatalyseur, on obtient son état photoexcité, qui va globalement oxyder l'amine ici, et pour former ce radical ici. Donc globalement, on forme on oxyde la triéthylamine, et donc on va perdre un proton, et on va former ce radical alpha-amino. Et maintenant, ce radical alpha-amino
va faire l'arrachement d'un halogénure. Alors ici, c'est un iodure. On forme le radical ici. Et ce radical, on va l'hydrogéner à partir d'un thiol pour donner le produit hydrogéné. Alors, ce radical TIL, pour que ça tourne, a besoin d'être réduit. Ça tombe bien parce que le photocatalyseur, lui, est sous sa forme radical anion. Donc, le radical anion du photocatalyseur donne un électron à ce radical TIL. On forme l'anion thiolate. Et on réengendre notre photocatalyseur qui peut faire un tour. Donc, il nous faut une combinaison du photocatalyseur, de l'amine, et puis aussi, généralement, un thiol. Alors ici, on a une réaction d'addition, non pas d'hydrogénation. Donc ce qui se passe, c'est que globalement, on forme en fait, on a addition du radical sur la double liaison. Donc si on prend le schéma ici, on va en fait former ça. Et ici, il n'y a pas ce qui va donner l'électron et qui va faire que le catalyseur, que le cycle tourne, c'est le radical anion du 4-césal-IPN qui va globalement donner un électron ici. On forme les nolates. Et donc voilà, et on réengendre le 4-césal-IPN et donc le cycle peut continuer. Donc, en fait, donc beaucoup d'applications potentielles de ce principe avec différents dérivés. Donc je ne vais pas montrer le scope, mais globalement il est assez large. Mais l'idée est particulièrement intéressante d'utiliser ce radical. Alors oui, ce que j'ai oublié de dire, ce qui est important évidemment, c'est qu'on forme ici le radical ici, a priori, prend en charge donc le iodure, hein, et donc on a globalement une élimination, parce que ça, un dérivé comme ça ne va pas rester longtemps comme ça, on a une élimination du iodure, on forme l'aluminium correspondant. Alors ce qui est intéressant, et ce que je devrais dire aussi, c'est qu'on pourrait se dire, oui, mais est-ce que c'est vraiment de l'arrachement d'halogène ou simplement ce radical qui donne un électron au dérivé iodé pour faire, comme tout à l'heure, le radical anion est fragmenté. Mais il y a suffisamment d'exemples dans l'article pour montrer qu'en fait, ce radical ici est assez peu réducteur, hein, moins 1,12 volts. D'ailleurs, celui-là aussi, hein, et celui-là aussi. Aucun de ces trois n'est vraiment réducteur pour faire un don d'électrons direct sur la liaison carbone-iode, d'où l'activation réellement par arrachement, c'est-à-dire par un état de transition de ce type-là. Et donc c'est ça vraiment la beauté de cet arrachement, c'est que ce n'est pas une réaction de transfert électronique puis fragmentation. Alors, il a été un petit peu plus loin, Léonory, notamment en collaboration avec Sami Lakhdar de Toulouse, notamment pour les analyses mécanistiques, en développant ce qu'il appelle du hydrogen tunneling, c'est-à-dire ici, là, on arrive à quelque chose d'assez minimaliste, où on va partir du concept de pro-aromaticité initialement. Donc l'idée, c'est le concept de pro-aromaticité est le suivant. Si on part d'un cyclohexadiène qui comporte un groupement silylé et un des centres est quaternaire. Donc vous avez ce type de dérivé. Donc là, vous avez deux hydrogènes. Et ici, vous avez un groupement R, on va dire, et ici, un groupement cellulé. Et l'idée, c'est que si vous avez un radical, vous allez avoir don d'hydrogène sur ce radical par un de ces hydrogènes. Vous formez le radical ici qui va expulser le SI-, pardon, et donc ça va aromatiser. Et à la fin, vous vous retrouvez avec un dérivé de ce type-là, donc vous vous retrouvez avec du toluène. Ici, avec le groupement R, vous vous retrouvez avec ce dérivé. Et ce SI point peut, lui, arracher l'halogénure. On sait que les SI points, on a vu, sont des très bons arracheurs d'halogénure, et donc c'est comme ça que vous pouvez faire une chaîne radicalaire. Donc ça avait été développé dans les années 2000
par Studer principalement et Walton, mais finalement avec pas énormément d'applications. Et donc ce que propose ici Leonori, c'est de simplifier énormément le système, c'est de partir directement du cyclohexadiène, et plus précisément d'un cyclohexadiène qui va très bien marcher pour sa réaction, qui est ce gamma-terpinène. Alors, qui est présent dans de nombreuses huiles essentielles, qui est un composé chimique très très présent. Et donc le principe ici, c'est qu'on a réaromatisation, comme tout à l'heure, mais cette réaromatisation est accompagnée de la migration du H point ici pour arracher le brome. Alors, ce qui est très important ici, c'est que tel que je vous le présente, on a l'impression que c'est quelque chose qui est stepwise, mais en fait, ce que toute son étude mécanistique montre, c'est que globalement, on ne passe pas par un H point. On a un processus qui est complètement concerté, c'est-à-dire que l'aromatisation halogène-atome transfert est complètement concertée, via en fait un schéma d'effet tunnel. Donc, comment il en est arrivé à cette conclusion? D'abord par des évidences, comment ils en sont arrivés à cette conclusion? Par d'abord des évidences, on va dire, physiques. La vitesse de la réaction est assez insensible à la température. Les effets isotopiques, par contre, eux, étaient assez importants. Il y a le groupement halogéné joue peu sur la vitesse de la réaction. Et puis, ils ont également fait des calculs qui vont dans le sens que si on admet quelque chose qui est stepwise, on a une barrière cinétique qui est très élevée. Faiblement au niveau de la thermodynamique, ce n'est pas très favorable. Et ce qu'ils ont vu aussi, c'est que les calculs suggèrent la barrière est très haute, mais par contre, la courbe, la slope ici est très étroite, et donc d'où la possibilité en fait, d'avoir un effet tunnel. Donc c'est quelque chose d'extrêmement original, qui a été pour l'instant pratiquement jamais invoqué en chimie radicalaire, et qui s'avère en fait synthétiquement très très général, puisque globalement on le voit ici. On peut prendre différents dérivés halogénés et les transformer en alcanes si on part d'un dérivé de type X ou xanthate ou thiocarbamate. Et si on part d'un azoture, on va pouvoir former le composé amine correspondant, qu'on réduit l'azoture en amine. Mais ce qui est très intéressant, c'est que donc les composantes ici, c'est le cas de ces adipènes qui va servir de photocatalyseur. On met une base, on met ce gamma-terpinène qui va être l'agent qui va nous servir à faire ce travail ici d'à la fois délivrance de l'hydrogène et prise en charge de l'halogénure par abstraction. Et on met aussi des additifs. Alors c'est vrai que je n'ai pas montré le mécanisme, mais globalement, ces additifs servent à enclencher la chaîne radicalaire, parce qu'initialement, on va former un petit peu de N3 points ou de Cl points qui est photo-oxydé par le Cl- ou le N3- sont oxydés par le photocatalyseur, et eux vont arracher l'hydrogène ici sur le terpinène, et c'est parti. Donc globalement, dans ce cas-là, le photocatalyseur est juste une initiation. Et après, c'est une fois que on a vraiment une réaction en chaîne dans ce cas-là. Et donc, on va pouvoir réduire des carbones bromes, des carbones chlore. On peut réduire des halogénures variées. Et donc, c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant. Il l'a appliqué à des dérivés assez fonctionnalisés qui sont utilisés dans la fabrication de médicaments, que ce soit par différents groupes pharmaceutiques, Novartis, Bristol Myers Squibb ou Merck, Roche et Gilead. Donc voilà, et les rendements à chaque fois sont plutôt corrects. Il faut l'irradiation, il faut ce cocktail, mais une fois de plus, le photocatalyseur ici est juste un initiateur. On a besoin d'un petit peu ces additifs pour enclencher la chaîne, mais une fois que c'est parti, ça tourne assez bien. Et donc, l'agent qui transmet la chaîne, ce terpinène, comme je l'ai déjà dit, est très, très facile d'accès.
Donc voilà, on en est sur le XAT actuellement, travaux de 2022. Il y a une revue très intéressante dont je n'ai pas parlé, mais qui est ce ChemRev de 2022, qui revoit toute cette chimie de l'arrachement d'halogénures, en partant d'ailleurs de la chimie plus ancienne, avec l'hydrure d'étain et l'hydrure des silicium, et ainsi de suite. Alors, on va passer maintenant à une autre façon de faire des radicaux alkyles, qui est, on va se concentrer un petit peu sur les radicaux alkyles, et notamment les différentes façons de les faire. Et donc, il y a eu en 2020 publié cette très belle revue là, par Crespi et Fagnoni, Generation of Alkyl Radicals from the Tyranny of Tin to the Photon Democracy. Donc, c'est un titre assez accrocheur. Alors, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, la Tyranny of Tin, c'était déjà une première revue de Walton dans les années 2000 qui montrait qu'on pouvait faire de plus en plus de chimie sans étain. Mais là, la Photon Democracy, évidemment, est particulièrement attractive. Et donc, c'est vrai que j'aime beaucoup ce tableau qui est présent dans cette revue, parce qu'il résume globalement, en tout cas jusqu'en 2020, tous les précurseurs potentiels de radicaux alkyles, que ce soit par oxydation ou réduction. Et donc, quand c'est en vert, généralement, ça veut dire qu'on va faire une réduction, et quand c'est en orange, ça veut dire qu'on va globalement oxyder ces composés. Les potentiels correspondants sont indiqués. Il a rappelé également les photocatalyseurs principaux. Alors, vous remarquerez qu'il y en a quelques-uns. Alors, le ruthénium et l'iridium, je crois que j'en ai parlé pas mal. Celui-là, on commence à en parler aussi beaucoup. Les acridinium, donc ça c'est celui originel de Fukusumi. Comme je vous ai dit, Nicevitz lui a mis un aromatique ici et ça améliore quand même beaucoup les propriétés. L'éosine, on en a un tout petit peu parlé. Celui dont je n'ai pas du tout parlé, en fait, c'est ce polyoxométallate. C'est un décatungstate qui a aussi son intérêt. Je pense en parler dans le prochain cours ou de toute façon, clairement, l'année prochaine aussi. Il y a aussi de la photochimie vraiment intéressante avec ce dérivé-là. Alors, les cases aussi, donc on a le code couleur orange et vert, mais on a aussi la case correspondant à l'atome attaché au carbone et donc la liaison correspondante qui est activée. Donc que ce soit une carbone-silicium, une carbone-bore, carbone-soufre, et ainsi de suite. Donc voilà, on a un beau panorama de tout ce qui peut se faire. On a déjà parlé, par exemple, de ces dérivés-là, puisque dans les travaux pionniers de la photocatalyse, c'est N-acyloxyphtalimide, par exemple, avait déjà été réduit. Donc aujourd'hui, on va parler principalement du bore, du silicium et des carboxylates, et vous allez voir pourquoi, parce qu'en fait, ça nous amène vers une chimie particulière qui est la catalyse duale. Avant, on va quand même refaire un petit tour. Ouais. Ce qui est marrant, c'est que. Attendez, je regarde juste quelque chose. Ouais. Ok. Donc, le silicium. Alors, pourquoi engendrer des radicaux, en fait, par oxydation, et notamment en utilisant une liaison carbone-silicium. En fait, nous, c'était quelque chose qui nous intéressait au laboratoire, et on était particulièrement intéressés, on avait observé ce travail de ce consortium japonais, où quand vous voyez les auteurs, ils sont très tous connus, Kumada étant le patron du groupe, qui était, le couplage de Kumada est particulièrement connu, mais il y a aussi Tamao, qui a fait beaucoup de choses en organosilylé, et le thésard était Yoshida, qui en fait est décédé récemment. Et Yoshida, c'est beaucoup la chimie de flux, le cation pool, et c'est vraiment quelqu'un qui a contribué aussi à beaucoup de choses très importantes en chimie organique. Et donc, ce qui avait été montré dans cet Organometallics de 1982, c'est d'ailleurs la première issue, le premier volume d'Organometallics. C'est de prendre des pentafluorosilicates de ce type-là et les oxyder avec 2 équivalents de cuivre 2. C'est une réaction stoichiométrique et on va obtenir ce dérivé chloré.
Et donc, le caractère radicalaire de ces réactions a pu être mis en évidence d'abord par piégeage avec un nitroso ici. Enfin, déjà, bon, on forme le radical, un équivalent du cuivre oxyde cette liaison carbone-silicium, et le deuxième équivalent en fait, du cuivre délivre le chlore pour former ce dérivé chloré. Et donc le caractère radicalaire a pu être mis en évidence en piégeant le radical correspondant ici par un dérivé nitroso, et on forme un nitroxyde. Les nitroxydes, on a vu, sont des radicaux persistants. Donc là, on a le temps, j'ai envie de dire, de prendre le tube et d'aller dans la salle où il y a la RPE et d'avoir ce spectre de RPE qui est une signature de ce nitroxyde. Donc il n'y avait pas trop de doute sur le caractère radicalaire de cette chimie. Donc, chimie qui a été faite d'ailleurs à Kyoto, où la plupart de ces personnes sont restées ensuite. Alors, ce qui est intéressant, et à la fois une limitation, c'est que ces dérivés marchent bien, mais c'est quelque chose qui n'a pas été beaucoup suivi par la suite. C'est un article qui n'a pas été beaucoup cité, notamment, en tout cas pas au début, uniquement parce que ces dérivés-là sont très peu solubles, ils ne sont pas très faciles de travailler avec eux. Et donc, c'est une chimie qui est un petit peu tombée dans l'oubli, puis ça ne correspondait pas non plus réellement aux préoccupations du moment, c'est-à-dire de faire des radicaux par des voies alternatives. Donc, néanmoins, nous, c'était intéressant pour nous, parce qu'on s'est dit que c'était certainement une source d'inspiration d'oxyder ces dérivés, on va dire, hypervalents ou hypercoordonnés du silicium, et puis certainement, évidemment, de passer de processus stoichiométriques à photocatalytiques. Donc, notre première approche a été non plus d'aller sur les silicates, mais d'aller déjà sur les trifluoroborates, en se disant que peut-être un complexe hâte du bore pouvait faire le même boulot si on pouvait l'oxyder et former des radicaux alkyles. Donc, c'était quelque chose qui était assez peu développé dans la littérature. En fait, il y avait eu des travaux de Marc Lemaire où il faisait des réactions de Ritter dans l'acétonitrile, mais sans passer par le radical, mais en allant directement au carbocation, et puis un ou deux autres travaux, mais globalement, on a généralisé cette procédure en prenant donc ces trifluoroborates, les oxyder avec du cuivre, ici, et non pas l'idée de les chlorer, mais de piéger le radical par du tempo, qui est en fait un radical persistant qui va piéger le radical très rapidement. Et donc, on peut piéger le radical benzylique, un radical secondaire, ici. Globalement, on a ouverture de ce cyclopropane, on a vu, c'est une cinétique très très rapide, supérieure à 10 puissance 8 seconde moins 1, mais on piège au tempo. On peut faire aussi des radicaux primaires avec le cuivre 2, seulement là, les conditions sont beaucoup plus dures. Là, on était dans l'éther à température ambiante, ici, il faut être dans le DMSO à 120 degrés, donc c'est une réaction qui est plus exigeante. Et puis, on peut également faire une addition carbone-carbone avec de la méthylvénicétone, en mettant de l'eau dans le DMSO, on obtient ces dérivés à 75%. Et puis très récemment, on s'est intéressé en fait à faire de la mécanochimie sur ces dérivés-là pour former des radicaux, et on a pu montrer qu'on clivait cette liaison carbone-bore très facilement dans ces conditions. Alors là, dans ce cas-là, l'oxydant d'ailleurs, c'est le périodinane de Dess-Martin, qui est un dérivé donc, hypervalent de l'iode. Qui est utilisé pour des oxydations plutôt alcool dérivés carbonylés, mais qui en fait finalement qui s'avère un oxydant pour des processus homolytiques assez intéressant. Bon. Malgré tout, on est sur des réactions stoichiométriques. Alors pourquoi j'écris son nom? Parce que vous allez voir, on va revenir sur Martin et sa chimie dans peu de temps, enfin vers la fin du cours. Donc là, l'étape suivante était évidemment de passer à la photocatalyse de cette oxydation, puisque là, avant on était en stoichiométrique, et donc vraiment créer ces radicaux alkyles à partir de trifluoroborates facilement. Alors pourquoi, d'ailleurs, une chose que je n'ai pas dite, c'est que les trifluoroborates sont des composés très abondants pour plusieurs raisons. Il y a même carrément des boîtes, des usines chimiques qui font ça facilement, parce que c'est des dérivés qui sont très utilisés dans les couplages au palladium.
Donc il y a beaucoup d'accès facile au trifluoroborate. Donc notre labo n'a pas été assez rapide objectivement sur la catalyse photoredox et d'autres articles sont apparus assez rapidement. D'abord par le groupe de Chen en Chine qui lui a en fait cette alkylynylation des boronatifs, c'est-à-dire vous voyez on part de ce groupement alkyle trifluoroborate et on va en fait l'alcynyler en mettant un photocatalyseur, du dichlorométhane et de l'eau, c'est intéressant, donc on a besoin de cette eau, une base et un petit peu de ce BiOH, c'est-à-dire ici on a un OH, ici cet iode hypervalent et aussi ce dérivé alcynylant. Le mécanisme ici obéit plutôt à un scénario donc, oxydant de type 1', où globalement on va en fait avoir une étape d'initiation qui va engendrer le radical BI', donc ici un radical ici centré sur l'iode, qui va servir à oxyder en fait ici le ruthénium photoactivé. Et donc on va former du ruthénium 3 qui lui du coup va être suffisamment oxydant, 1,3 volts, pour oxyder les alkyles trifluoroborates. Et ensuite, on reprend le ruthénium 2 et ainsi de suite. Et donc, ce radical, ensuite, va s'additionner sur cette alcyne, ici, en cette position. Et donc, globalement, on a une bêta-élimination. Donc là, ici, le radical, ici, bêta-élimine. On réengendre le BI' et on peut refaire un tour comme ça de photo qui nous sert à oxyder, en fait, le ruthénium excité. Donc, c'est comme ça que ça tourne. Et donc, on arrive à faire ces dérivés alcynylés. La raison pour laquelle on passe par le ruthénium 3 ici, c'est que les dérivés alkyl trifluoroborates, leur potentiel d'oxydation est quand même assez élevé, de l'ordre de 1,5 volts. Donc il faut quand même quelque chose qui oxyde assez bien. Néanmoins, c'est une réaction qui est assez intéressante parce qu'elle est compatible. On peut la faire par exemple dans des milieux on va dire physiologiques où il y a des biomolécules. Là, ils se sont amusés à mettre des brins d'ADN, des aminoacides, des nucléotides, et là, ça ne nuit pas du tout à l'efficacité du process. Donc on peut imaginer aussi différents types de chimie orthogonale ou synthétiser in situ par photocatalyse quelque chose ensuite qui peut interagir avec votre biomolécule. Alors l'autre alternative qui a été développée par le groupe d'Akita et Koike à Tokyo, c'est d'oxyder des trifluoroborates, mais globalement relativement activés. Donc activés voulant dire benzyle, ou stabilisés par un hétéroatome ici, généralement, ou tertiaire. Parce que comme je vous le disais, par exemple le cyclohexyle ici, son potentiel d'oxydation est 1,55 volts, donc c'est quand même assez élevé, et typiquement va très mal marcher dans les conditions ici qui ont été développées initialement. Donc là, on prend des trifluoroborates activés, faciles à oxyder, on met l'iridium ici qui oxyde à 1,36 volts dans son état oxydé, et on peut faire des additions de type Gies, mais néanmoins c'était intéressant parce que c'était vraiment la démonstration qu'on pouvait utiliser la photocatalyse pour faire ces radicaux alkyles à partir de trifluoroborates. Et la raison pour laquelle c'est intéressant, c'est que le nombre d'articles qui s'appuyaient là-dessus est phénoménal, donc aussi sur, à vrai dire, nos travaux d'oxydation stoichiométrique. Ceux qui sont un petit peu plus actifs, ce sont ces dérivés triol-borates, dont le potentiel d'oxydation est quand même notoirement plus faible, 1,20 volts, mais globalement malgré tout moins utilisé, mais là, dans ce cas-là, on peut quand même faire cette addition de Giese sur cet acrylate activé. Et vous voyez, ce qui est très intéressant dans cette réaction, c'est qu'on ne touche pas au bépine. Hein. Le bépine, c'est ça. Et il n'est pas du tout, lui, impliqué dans la réaction. Ce qui est assez logique. Hein. Il est beaucoup plus dur à solliciter, à oxyder, mais globalement, donc, c'est compatible avec ce bord. Et donc, on peut faire un dérivé qui peut s'engager dans un couplage supplémentaire type Suzuki-Miura et ainsi de suite. Donc, deux travaux préliminaires très intéressants qui nous ont conduit à revenir sur le silicium en se disant finalement qu'est-ce que peut apporter le silicium par rapport au bord. Donc déjà, on voulait
pas travailler avec les pentafluorosilicates, parce que comme je vous l'ai dit, ils ne sont pas solubles. Et donc on s'est dit pourquoi pas à partir de tritoxysilanes qui sont très abondants, à côté notamment à cause de leurs propriétés, enfin à cause de leur implication notamment dans tout ce qui est sol-gel. Et donc est-ce qu'on peut les oxyder en passant de façon transiente par une espèce hypercoordonnée? Donc on met un fluorure, on sait que la liaison silicium-fluor est particulièrement stable. Et donc on va engendrer in situ un dérivé penta ou hexavalent, et puis on l'oxyde comme tout à l'heure avec du cuivre 2, et on a voulu regarder ça. Donc on a pu montrer qu'on formait ces radicaux. Les rendements ici sont modestes, mais c'est un radical primaire. Les conditions sont un peu dures, mais globalement, on arrive à oxyder ce type de dérivé. Mais il y a deux problèmes, c'est qu'on ne sait pas réellement par quelle espèce on passe. Et puis le deuxième problème, c'est que quand on a essayé de le faire en conditions photocatalytiques, ça n'a pas vraiment fonctionné. La compatibilité du fluorure avec les photocatalyseurs et ainsi de suite n'a pas été très concluante. Donc on est passé à un autre type de composé qui était décrit dans la littérature d'un point de vue synthétique, mais pratiquement aucune application réellement de ces dérivés. Et on a voulu regarder leur photo-oxydation en lumière visible, avec l'idée qu'ils seraient probablement plus solubles et que peut-être on pouvait aussi moduler le potentiel d'oxydation. Et donc on s'est intéressé à ces dérivés biscatécolataux, et notamment qu'on peut faire très facilement. Alors, donc, il s'agit des silicates biscatélataux. Alors, quelles sont leurs propriétés intéressantes? C'est que, on les fait très facilement à partir d'un tritoxysilane ou d'un trichlorosilane, et puis globalement, ils vont former le sel d'ammonium ou le sel de potassium. C'est des dérivés qui précipitent, on peut les isoler, ils cristallisent, voilà, des structures RX, donc le cyclopentyl ici avec l'ammonium, le cyclohexyle ici avec le potassium, complexé par l'éther-couronne. Alors pourquoi l'éther-couronne? On peut faire cette réaction avec simplement le méthylate de potassium et arriver au sel potassique, et on aura un bon rendement et le produit va cristalliser, pas de problème. La seule chose, c'est qu'au bout de quelques semaines, si on laisse son solide comme ça sur sa paillasse, même si c'est bien fermé, si on prend une RMN, on commence à voir que du catéchol est libéré, et donc ça veut dire que petit à petit, le composé commence à s'hydrolyser. Et donc une fois qu'on commence à libérer du catéchol, c'est pas très bon parce qu'on a un mélange de catéchol et du silicate, et au niveau de la cristallisation, ça devient compliqué. Dès qu'on met l'éther-couronne, en fait, on a le potassium qui est complexé par l'éther-couronne, et globalement, là, ce couple-là, lui, est très très stable. En fait, quand le potassium n'est pas complexé, il cherche à être des coordinations, notamment avec l'eau, ça amène de l'eau, et cette proximité de l'eau avec la liaison silicium-oxygène en fait, conduit à de l'hydrolyse. Donc si vous voulez être tranquille et faire un silicate et le garder pendant 3 ans à température ambiante sur votre paillasse, il vaut mieux mettre un éther-couronne. Et pour l'instant, on n'a pas vu d'incidence de cet éther-couronne dans les processus radicalaires. Donc ensuite, ce qui est très intéressant, c'est leur potentiel d'oxydation qui est très bas, inférieur à 1 volt. Et là, à ce niveau-là, ils sont plus costauds, ils sont plus intéressants que les trifluoroborates, qui sont généralement tous supérieurs à 1 volt. Donc voici par exemple différents potentiels d'oxydation selon les structures. On a une variation de 0,34 quand on a ce groupement amino ici, en alpha de la liaison carbone-silicium. Et puis on va monter jusqu'à 0,90 avec le cyclohexyle en gros. Notez que l'aryl ici est à 0,90. Mais vous voyez, la variation n'est pas complètement énorme, et à chaque fois on est inférieur à 1 volt, alors que, comme je vous ai dit, pour les trifluoroborates, c'est supérieur à 1 volt. Et on va parler aussi des carboxylates qui sont quand même très intéressants, mais eux, généralement, qui sont aussi supérieurs à 1 volt. Donc ça, ces potentiels, la plupart ont été déterminés par nous. Enfin, tout cela, oui, et d'ailleurs cela aussi, puisqu'en fait, le groupe de Molander a aussi travaillé dessus, mais d'autres types de composés d'ailleurs. Alors, on a pu tester leur photooxydation, qui est en fait très efficace, avec différents types de photocatalyseurs. Donc, on est déjà parti sur le dérivé le plus facile. Hein. C'est en fait ce benzylsilicate ici, 0,61 volts, et puis donc on le photooxyde.
Et globalement, on met du tempo et en fait, on piège le radical basylique pour former ce dérivé ici. Les rendements sont très bons. Il se trouve que le ruthénium BP va marcher, mais ce photocatalyseur à l'iridium, à l'époque, parce que je dis bien à l'époque, vous allez voir, on a un petit peu changé les choses, il était celui qui nous donnait le plus satisfaction. On a un bon match des potentiels, plus 1,32 pour quelque chose qui est inférieur à 1 volt, donc ça marche bien. Et on peut faire des réactions d'annihilation. On va voir le mécanisme en détail de ça. En engageant différents types de silicates, on peut engager le benzyle qui est très stabilisé, mais aussi le cyclopentyle, une chaîne N-hexyle, une perfluoro, une alpha-amino, une alpha-chloro. Par exemple, c'est un radical qui était très très peu connu. Faire ce radical alpha-chloré n'est pas simple. Ça a déjà été fait avec l'étain à partir du dérivé iodé correspondant, mais il y a quand même très très peu d'exemples autres. Donc, alors que là, on le fait vraiment très facilement, et donc quand vous avez un chlorure comme ça, il peut malgré tout être fonctionnalisé par d'autres choses. Enfin bref. Alors, juste pour valider l'intérêt de ces composés, on peut faire différents types de réactions. Par exemple, on peut faire une vinylation à partir de cette tosyle, de ce styryle sulfonylé ou de comment on appelle ça, un acrylonitrile bromé. Et donc, on va pouvoir en fait alkyler ces composés. L'idée, c'est toujours qu'on a addition, puis élimination du groupement partant. Mais on va le voir dans la slide d'après. On peut faire aussi, on peut alcynyler sur le même principe, ou on peut aussi faire réagir avec cette trichloroléphine pour former cette dichloroléphine. Et quand on a cette dichloroléphine, comme vous le savez, c'est un peu un précurseur de Corée-Fuchs. On peut à nouveau faire un alcyne, ainsi de suite. C'est un site qui est assez riche en fonctionnalisation possible. Et puis on peut aussi faire des additions de Guiseux avec des rendements qui sont quand même tout à fait corrects. Donc sur ce maléate, non, fumarate, ou sur cette bisulfonyle éthylène, ou sur la cyclopenthénone. Et donc on obtient des produits d'addition assez intéressants. Dans ce cas-là, on rajoute ce phosphate pour améliorer le processus. Et finalement, aussi en termes de réactivité variée, on a pu faire des réactions multicomposants, alors en collaboration avec le laboratoire d'Elion Ryu et de Taikaide Fukuyama à Osaka, préfecture, qui sont en fait des spécialistes de la carbonylation. Donc là, ce qu'il nous faut, c'est un photoréacteur qui permet d'avoir la pression en monoxyde de carbone, 80 atmosphères, et en même temps d'avoir une fenêtre pour laisser passer le rayon lumineux de la LED bleue. Et une fois qu'on a ça, on peut avoir ce type de réaction où globalement on met le silicate, une oléfine acceptrice, du CO, et on forme ces cétones. Alors en fait, le principe ici, c'est que le radical alkyle qu'on forme s'additionne sur le CO, forme un radical acyle, et ce radical acyle maintenant s'additionne sur cet alcène. Je vous parle de ce photocatalyseur, mais globalement, je reviendrai un petit peu dessus. Donc on peut, voilà, donc on a trois composantes. Donc là, ça vient du silicate, ça c'est le CO et ça c'est l'accepteur. Ça vient du silicate, le CO, l'accepteur et ainsi de suite. Donc on va faire différents types de cétones, notamment des cétones 1,4, comme celle-là. Tu sais, les cétones 1,4 sont toujours assez compliqués à faire pour une raison assez simple. C'est que si vous faites la rétrosynthèse, il n'y a pas de syntons très très faciles en fait, pour les faire. Donc globalement, c'est une autre voie de faire des cétones 1,4. Et on peut complexifier en termes de composants ce type de réaction en mettant du CCl4 et une amine. Dans ce cas-là, on forme des amides. Et donc le principe est le suivant, c'est que on forme le radical acyle. Donc on forme notre radical acyle
qui va réagir avec le carbone tétrachloride. On va former in situ le chlorure d'acide plus ce CCl3 points. Alors ce CCl3 points, en fait, lui, va être pris en charge par le radical anion du 4CZ IPAMI. Et donc il va être réduit en CCl3-. Et puis ça nous permet de réengendrer le photocatalyseur. Et puis globalement, lui réagit avec l'amine. Et donc on forme l'amide correspondant. Donc ici, on a 4 composants, mais où globalement, on peut avoir un cycle photocatalytique, puisque le CCl3 point qui est formé photooxyde le radical anion. Donc justement, si on vient sur le mécanisme, dans la réaction d'allylation, vous allez comprendre en fait. Donc on a vu cette réaction avec un alpha-chlorure, et donc on obtient ce type de produit assez efficacement. Donc le principe, on a l'iridium 3, qu'on a utilisé déjà dans pas mal de réactions. On le photoexcite, on a quelque chose qui est assez oxydant. Il va oxyder ce silicate, dont le potentiel d'oxydation est inférieur à 1 volt. On va obtenir maintenant de l'iridium 2, et ce silicate va fragmenter. On va revenir sur cette fragmentation. Ensuite, on a addition du radical ici sur cet acrylate, puis bêta élimination du radical sulfonylé. Donc ça, c'est un radical centré sur le soufre, qui est assez électrophile. On forme le produit d'allylation, et ce radical, lui, du coup, est réduit par l'iridium 2 et donne l'anion correspondant. Et donc, c'est comme ça qu'on a le cycle photocatalytique. Et on a fait des rendements quantiques, et globalement, on est inférieur à 1, donc on n'a pas une chaîne radicalaire, on a vraiment une photocatalyse, un cycle photocatalytique. Donc la question qui se pose, c'est maintenant, ici, qu'est-ce qui se passe quand on a oxydé cette espèce? Et donc, en fait, les calculs d'Étienne de Rat ont montré qu'on passe par un radical intermédiaire, ici, pentacoordiné. Et donc, cette liaison carbone-silicium est beaucoup plus faible une fois qu'on a oxydé. Globalement, on a une valeur de 20 kcal par mol, qui est 4 fois plus faible que la liaison carbone-silicium sur le silicate de départ. Donc, on a réellement quelque chose qui va fragmenter très, très facilement. Alors, l'autre point qui est important aussi, c'est que l'oxydation ici, la HOMO de ces systèmes, donc l'orbitale la plus haute, ce n'est pas la carbone-silicium, c'est réellement les catéchols. Donc on va oxyder le catéchol initialement. Et c'est ça qui conduit C'est pour ça aussi que les potentiels d'oxydation sont si bas, c'est que le catécholate est très facile à oxyder, et donc on oxyde initialement cette composante-là. Alors, la raison pour laquelle je vais faire un petit détour, c'est qu'on va passer petit à petit à la décarboxylation. Mais on va d'abord parler des radicaux alpha-aminos. On en a déjà parlé un petit peu dans le dernier cours. Et donc, c'est quelque chose qui a été développé assez rapidement après le début de la catalyse photoredox, principalement d'ailleurs par les travaux de Koenig et de Stephenson, avec l'idée qu'une amine, on en a déjà parlé, peut s'oxyder facilement. Soit elle perd son proton, soit elle perd son hydrogène pour former un iminium qui va être très électrophile, ou ce radical alpha-amino dont on a vu qu'il était très nucléophile et qui pouvait arracher un halogénure. Et donc globalement, ce qu'a montré Koenig ici, c'est qu'on peut fonctionnaliser très facilement ces tétrahydroisoquinolines. C'est un très beau template où il y a eu beaucoup d'applications. Donc l'idée ici, c'est réellement de passer par l'iminium. Et si on a différents types de nucléophiles dans le milieu, on va pouvoir en fait additionner ces nucléophiles sur l'iminium et obtenir ces dérivés-là avec des bons rendements et en utilisant cette éosine comme photocatalyseur qui est assez peu oxydant, mais ça suffit. Donc le principe, c'est l'éosine photoexcitée oxyde la tétrahydroquinoline, on passe par ce radical cation qui va en fait évoluer vers l'iminium, et puis un nucléophile s'additionne ici, et globalement on obtient ce type de produit, on réengendre l'éosine et ainsi de suite.
Au même moment, Stephenson. Alors, ce qui est important ici, c'est que pour en fait prendre en charge le radical anion de l'éosine et revenir sur l'éosine pour avoir un vrai cycle photocatalytique, on a de l'oxygène dans le milieu. Autrement dit, on n'a pas besoin de rajouter l'oxygène, il suffit de ne pas dégazer le milieu réactionnel, et l'oxygène qui est dissous, parce qu'il y a toujours de l'oxygène qui est dissous dans le solvant, va faire ce job de prendre l'électron ici et on va former du OH- et ainsi de suite. Donc ça, c'était les premières réactions. Stephenson, lui, a tenu justement parce que avoir des réactions où le milieu n'est pas dégazé, qu'est-ce que ça veut dire? Combien on a d'oxygène? Est-ce que cet oxygène peut avoir d'autres réactivités? C'est quand même jouer un petit peu avec des conditions réactionnelles qui ne sont pas forcément très, très rigoureuses. Et donc Stephenson a préféré mettre un oxydant dans le milieu, comme nous en fait d'ailleurs ici, où globalement on va donc sur le même principe, on va photoactiver le ruthénium, on forme le radical cation du ruthénium 1, et ce ruthénium 1 est à nouveau réoxydé en ruthénium 2, et ça peut tourner comme ça, et là on forme du CCl3'. Alors le CCl3' peut faire plusieurs choses, il peut soit arracher cet hydrogène pour former du chloroforme et former l'iminium, ou globalement ici une autre variante, mais c'est toujours la même idée, le ruthénium 1 ici est oxydé par le BrCCl3, on passe par le radical cation qui perd le H+, on forme le radical ici qui réagirait à nouveau, qui réduirait le BrCCl3. Alors d'ailleurs, maintenant, on sait que ce radical, d'après les travaux de Leonori, que je vous ai montré tout à l'heure, va certainement faire l'arrachement du brome sur ce CCl3 pour former le dérivé bromé correspondant qui évolue en fait vers l'iminium. Bon, quel que soit le chemin, on arrive au même type d'intermédiaire qu'est cet iminium, qui est nucléophile, et donc différents types de nucléophiles peuvent être additionnés. Alors, ce qui était intéressant, c'est que donc ils ont montré qu'on pouvait fonctionnaliser ces tétrahydroquinoline facilement. Et il y a une collaboration entre Jacobsen et Stephenson qui a donné lieu à une version asymétrique de cette liaison. Donc Jacobsen, vous savez, c'est un spécialiste de catalyse asymétrique, connu pour différents types, notamment des Salem, Kiro, et enfin, il a fait beaucoup de choses, ouverture d'époxyde et différentes choses, mais aussi pour le développement de thiourées chirales, qui sont des organocatalyseurs très intéressants. Et notamment ces thiourées sont des puissants donneurs d'hydrogène vis-à-vis des halogénures, notamment des chlorures, et donc peuvent activer très facilement cette liaison carbone-chlore pour former cette périonique ici, chirale, et donc on a un iminium ici qui se trouve dans un environnement chiral et donc qui peut subir l'addition d'un nucléophile de façon énantiosélective. Donc là, ça c'est juste le développement de la réaction, donc on part de la tétrahydroquinoline, ruthénium BP, CCl4, donc on met le dérivé chloré, on change de solvant, on met la thiourée et un nucléophile. Alors le nucléophile qui va être utilisé, c'est cette énolate d'ester. Et ensuite, donc, le carbocation ici s'additionne sur cette énolate, puisque ça c'est très nucléophile, et on obtient ce dérivé avec un centre stérogène. Et donc la question de savoir si le ligand ici, cette thiourée chirale, peut conduire à des bonnes énantiosélectivités ici. Et donc il a screené différentes thiourées. Je ne vais pas rentrer dans le détail, hein. Donc, vous voyez, les thiourées, la stérogénicité est portée ici par un carbone, ici et ici par 2. Il se trouve que c'est les dérivés d'ailleurs 5 qui donnent les meilleurs résultats, notamment le dérivé 5G, où on arrive à quand même des EE de moins 97%. Donc globalement, c'est quand même assez joli. On peut utiliser ce principe de fusion de la catalyse photoredox avec l'organocatalyse. On a déjà vu ça, hein. On a déjà vu ce principe de mélanger les deux avec le séance 2008 de Macmillan, où globalement, là, on était sur l'iminium catalysis et la catalyse photoredox. Donc, tout ça nous amène au carboxylate. Vous allez me dire, c'est bien long pour aller au carboxylate, mais pourquoi? Parce qu'en fait, les carboxylates, évidemment, sont naturellement des bons précurseurs de radicaux. Si vous oxydez un anion carboxylate en radical carboxyle, il va perdre le CO2. Okay, alors ça, c'est principalement en alkyle, en phényl, en dérivé aromatique, c'est un petit peu plus compliqué.
Et ça, c'est une réaction qui est connue, j'ai envie de dire, depuis très 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 longtemps, puisqu'elle a été développée par Kolbe, l'électrolyse de Kolbe, mais même il y a eu des travaux de Faraday avant, qui a montré qu'on pouvait former des radicaux alkyles à partir des acides carboxyliques. Et dans ce cas-là, l'article originel de Kolbe est fascinant, hein, il parle de courant électrique et tout, enfin, ça vaut vraiment le coup de le regarder, quoi. Et donc ici on forme le dérivé dimérique, enfin, le groupement, la combinaison des deux radicaux. Donc c'est synthétiquement moyennement intéressant. Il se trouve que Baran vient de publier une version de cette réaction de Kolbe, mais où il arrive à faire du R, R', c'est-à-dire deux radicaux différents. Alors, dans la décarboxylation, il y a aussi une réaction dont je n'ai pas parlé, mais qui est intéressante, qui est la décarboxylation de Barton, où on passe par ces esters thiohydroxamiques, qui sont assez faciles à faire. On passe par le chlorure d'acide et on additionne le sel correspondant au moins ici sur le chlorure d'acide, et on forme ces dérivés. Le problème de ces dérivés, c'est qu'ils sont très sensibles à la lumière. Donc la liaison ici azote-oxygène est très facilement clivable. Et alors c'est fait exprès, mais parfois c'est un peu leur problème. Mais une fois que ça c'est parti, on clive cette liaison azote-oxygène, on forme le radical carboxyle, et en présence d'un thiol ou de l'étain, on forme le dérivé RH, mais aussi on peut le fonctionnaliser avec différents types de produits X, Y. Bon, voilà. Donc c'est une réaction qui est quand même élégante et qui montre l'intérêt de faire des radicaux carboxyles. Et puis la nature fait ça très bien par des carboxylations enzymatiques. Par exemple, on peut transformer l'acide glutamique en GABA par différents enzymes. Aussi, dans ce cas-là, on perd le CO2. Et globalement, comme vous le voyez, ici, le CO2 est en alpha d'un dérivé d'une liaison carbone-azote, et ça aide beaucoup parce que le radical qui est formé, évidemment, est très stable. D'où ce qu'a proposé Macmillan en 2014, et finalement qui n'avait pas été beaucoup envisagé jusqu'à présent, c'est d'utiliser tous ces aminoacides comme source de radicaux, notamment, ou tout dérivé qui porte on va dire une fonction carboxylique acide, ici en alpha d'un site assez activé, pour former des radicaux. Alors dans le cas des aminoacides, on peut se dire que c'est un peu embêtant parce que finalement on va passer par un radical, mais on va perdre le centre stérogène qui fait son intérêt, mais en même temps, c'est ce qu'on appelle du chiral pool, donc ces aminoacides sont très présents, et ça reste quand même des dérivés intéressants parce qu'on a un cyclase 5 ici, une pyrrolidine qu'on va pouvoir fonctionnaliser. Et donc, le principe ici, c'est de partir, par exemple ici, de ce boc aminoacide. Alors, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que les carboxylates avaient des potentiels d'oxydation assez élevés, mais dès qu'on est stabilisé par le dérivé, le substituant azoté, le potentiel est inférieur à 1 volt, on est aux alentours de moins 0,95 volts. Donc, le principe, une fois de plus, on part du photocatalyseur, on l'excite. Celui-ci va en fait réduire, alors c'est ici, c'est là que ça tourne, il va réduire le composant ici avec qui on va coupler le radicaux, qui est en fait des nitriles. Et initialement, il a couplé avec ce bisnitrile. Qui sont des composés assez électrophiles et assez facilement réductibles, avec un potentiel de l'ordre de moins 1,6 volts. Donc on réduit, on fait le radical anion ici, on forme un iridium 4 qui est très oxydant, qui va lui oxydé, alors non pas l'acide carboxylique, hein, c'est vraiment le carboxylate qui est oxydé, on perd le CO2, on forme ce radical. Et puis donc ça nous permet de réengendrer le photocatalyseur et ainsi de suite. Donc c'est comme ça que ça tourne. Donc moins 1,73 au niveau du photocatalyseur, ça c'est des dérivés qui sont de l'ordre de moins 1,6, donc on a un bon match des potentiels. Et donc, alors ce qui était étonnant, c'était de proposer ce couplage radicalaire-radicalaire, à l'époque, mais en même temps, là aussi, les choses ont beaucoup avancé, et on sait que ces couplages radicalaires, on en a déjà parlé, marchent bien si un des radicaux est très persistant et l'autre peut être transient, et c'est le cas ici. Lui, ce radical anion ici est relativement persistant, celui-ci a une durée de vie assez courte, mais par contre, leur combinaison, elle, est très efficace. Et donc, on a ce couplage radicalaire pour arriver à cette amine benzylique.
Et donc, on va pouvoir fonctionnaliser, par exemple, cette BOC-proline avec des cyanoarènes. Alors, oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que globalement, on perd le nitrile dans ce couplage radicalaire-radicalaire et on obtient la liaison carbone-carbone, on a perdu un CN-. Mais globalement, on peut fonctionnaliser si c'est aromatique très, très facilement, qui vient lui-même d'un nitrile. Et donc, comme vous voyez, les rendements sont corrects. Mais surtout, le principe, c'est de pouvoir utiliser facilement en photocatalyse des dérivés d'acide carboxylique qui sont quand même très présents. Mais pour l'instant, qui restent quand même relativement stabilisés. Alors, il nous reste un petit peu de temps. Et donc, c'est le moment de faire une étape avant de partir sur quelque chose de nouveau, puis on verra jusqu'où on va. La question de savoir, c'est finalement, est-ce que cette photocatalyse, question qui s'est posée en 2013, et notamment avec les gens, la mouvance radicalaire classique et Corey Stephenson, qui est vraiment un des pionniers de la catalyse photoredox, c'est est-ce que finalement cette photocatalyse, c'est vraiment une nouvelle chimie, ou est-ce que c'est finalement, on ressort des plats froids et on ne refait que des choses déjà bien connues. Alors je pense que vous avez vu dans le cours qu'il y a quand même pas mal de choses qui étaient évidemment très connues, mais le bénéfice clair de la catalyse photoredox, c'est d'abord d'avoir rendu beaucoup de procédés beaucoup plus sélectifs, de les faire dans des conditions beaucoup plus faciles, plus douces. Un certain nombre de processus stoichiométriques deviennent catalytiques, donc on va vraiment dans le sens d'une chimie verte évidente. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de vraiment nouveau? Si on regarde bien ce que je vous ai présenté, par exemple, cette réaction de XAT par Leonori est vraiment une nouvelle façon de faire ce type de réaction. Ça, c'est quand même, conceptuellement, il y a quand même une certaine nouveauté. Il y en a d'autres, des exemples comme ça, mais là où la catalyse photoredox permet de faire des choses qui étaient complètement inenvisageables jusqu'à présent, c'est tout ce qui est catalyse duale, dont j'ai un petit peu déjà parlé. Par exemple, catalyse, vraiment, on va dire, fusionner deux cycles catalytiques, ça c'est très très compliqué autrement. Et donc c'est là que probablement l'impact de la photocatalyse est le plus important. D'où l'idée, maintenant, là, sur les dernières slides, et aussi d'ailleurs dans le prochain cours, d'insister un peu plus sur cette catalyse duale, parce que pour venir de la mouvance radicalaire traditionnelle, proposer qu'on puisse fusionner un cycle photocatalytique avec un cycle organométallique, par exemple, aurait été complètement inimaginable il y a 20 ans. Donc là, c'est là réellement qu'il faut chercher probablement, moi je pense, le potentiel synthétique le plus fort de la catalyse photoredox. Et donc en 2014, 2 articles publiés back-to-back dans Science par le groupe alors là, c'est 2 groupes, Doyle et Macmillan, et ici Molander, proposent d'utiliser donc les précurseurs de radicaux alkyles qu'on a vus précédemment. Et donc cette catalyse duale, on va partir d'un radical qu'on va pouvoir coupler avec un électrophile ici halogéné pour former ces dérivés. Ici, on a créé cette liaison carbone aromatique, que ce soit à partir d'acide carboxylique ou de trifluoroborate. Donc, ici, le cocktail doit être un petit peu plus élaboré. On va avoir un photocatalyseur. On va avoir un complexe de nickel, un ligand pour le nickel, une base, et ainsi de suite. Alors pourquoi, première question, et là c'est la même chose, un photocatalyseur, qui est globalement presque le même, sauf qu'il n'y a pas d'éther butyl ici sur le ligand, donc il est un petit peu plus photooxydant, mais ça, ce n'est pas hyper important. On a aussi du nickel, ici c'est du nickel 0, mais ici c'est du nickel 2, mais globalement il va être réduit dans le milieu réactionnel. Et on a aussi un ligand particulier pour le nickel, qui sont ces bispirylines. Et donc, alors pourquoi le nickel? Donc, le nickel permet, parce qu'on pourrait se dire pour faire des couplages, on pense tout de suite au palladium, mais comme vous le savez, les complexes alkyles du palladium ont plusieurs problèmes, et notamment tout ce qui est sur un palladium 2 avec X ici, par exemple. En fait, le problème qu'on a, c'est ces bêta-hydrogènes du palladium qu'on a tendance à bêta éliminer
former des hydrures de palladium et ainsi de suite. Alors que le nickel, à ce niveau-là, est très, on va dire, gère les fragments alkyles de façon beaucoup plus propre. Donc c'est vraiment le catalyseur dont on a besoin, enfin le métal dont on a besoin pour faire ces couplages. Donc, on va rentrer un petit peu plus dans le détail de cet article. On va passer donc, sur les trifluoroborates. L'argument de vente qui avait été proposé, c'est que les couplages type Suzuki, où on a un RX, on fait d'abord l'addition oxydante et on arrive à ce type de produit de couplage, AR1, AR2. C'est une réaction qui est intéressante, et ça c'est vrai, l'industrie pharmaceutique en regorge. Mais il y a une étape limitante qui est cette transmétallation, puisque globalement ici, il faut remplacer le X ici par le fragment qu'on veut coupler. Et donc déjà, sa cinétique est lente, elle requiert généralement des températures assez élevées. On a besoin d'une base, et ainsi de suite. Bon. Donc ça, c'était l'argument, d'où l'idée de faire une single electron transmetallation, donc éviter cette étape de transmétallation, et donc partir de l'idée qu'on part du nickel 0, on fait d'abord une addition oxydante dessus, le nickel 2, le radical ici va s'additionner pour faire un nickel 3, ça va faire une bêta-élimination, une élimination réductrice rapide, on reforme un nickel 1, et c'est là que l'enchaînement et on va dire l'interpénétration des deux cycles est importante, c'est que ce cycle photocatalytique, lui, va donner un électron ici pour reformer le nickel 0 et redonner aussi le photocatalyseur. Et pourquoi on a ce IR-, parce que ce IR-, en fait, a oxydé notre précurseur de radicaux qui est anionique et donc a piqué un électron ici au trifluoroborate pour former le radical. Donc c'est comme ça que les deux fonctionnent ensemble. Et donc, son argument, c'était que ça se fait sans... l'énergie d'activation est beaucoup plus faible, donc on va pouvoir le faire à température ambiante. On n'a pas besoin de base ou de chaleur. Donc, je viens de le dire. Alors, base, vous allez voir, c'est assez marrant parce qu'il met quand même une base, d'ailleurs. Et on peut mettre des fragments alkyles, et ainsi de suite. Donc, nickel, fragments alkyles. Et aussi, pourquoi c'est intéressant de mettre des fragments alkyles sur des aromatiques? C'est quelque chose que j'ai abordé déjà dans ma leçon inaugurale, mais bon, la plupart des médicaments, beaucoup de médicaments sont quand même des composés biaryles et ont tous un peu le même type de physionomie. Et globalement, en mettant des groupements CSP3 un petit peu variés, évidemment, on ouvre des espaces chimiques complètement nouveaux, avec plus de variété. On peut aussi imaginer des fragments où il y a de la chiralité, et ainsi de suite. Donc, d'où l'intérêt de ce type de couplage. Et ouais, il me semblait. Oui, donc ça c'est le mécanisme proposé par Macmillan dans son article, qui est globalement le même. Je vais revenir après sur les aspects mécanistiques, mais de toute façon je vais m'arrêter là. Donc on part de l'aminoacide qui va être déprotoné, on forme le radical par oxydation. Donc le radical, vous voyez, il est là. Parallèlement, on part d'un complexe nickel 0 qui fait l'addition oxydante. Le radical qu'on a formé là s'additionne, on forme un nickel 3, puis élimination réductrice, on libère le produit de couplage, et on relibère du nickel 1. Et ce nickel 1, comme tout à l'heure, est réduit par l'iridium 2 pour réengendrer le photocatalyseur et le nickel 0, et c'est comme ça que ça tourne. Et en partie, ce mécanisme au nickel s'appuie sur les travaux de Vex, qui a lui fait du couplage électrophile avec le nickel, et notamment qui a proposé ces intermédiaires nickel 3 qui en fait ont une élimination réductrice très rapide pour donner les produits de couplage. Donc ça, c'était les hypothèses mécanistiques, avec un certain nombre d'éléments qu'on a apportés également, mais qui sont toujours en débat. C'est assez intéressant aussi de voir que finalement c'est assez compliqué. Et pourquoi c'est compliqué? Parce que le nickel est très volage au niveau des degrés d'oxydation. Il y a des réactions de disproportion, ainsi de suite, donc on peut avoir pas mal d'espèces de nickel présentes dans le milieu réactionnel. Mais on peut se fier à une hypothèse comme ça, en tout cas pour programmer une étape synthétique. Et je voudrais juste en finir avec ces deux papiers, puis on passera au reste un petit peu après, dans le prochain cours.
c'est que globalement, dans ces deux papiers, il y a deux extensions assez intéressantes du scope. La première, c'est qu'on n'est pas contraint d'utiliser des carboxylates comme précurseurs. On peut aussi faire de l'activation CH. Par exemple, activer une fonction CH, une liaison CH en alpha d'une amine, puisque ça peut s'oxyder. Et donc, on peut l'engager dans les mêmes couplages que précédemment. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant. On peut fonctionnaliser ces diméthylanilines. Et puis, une autre opportunité ouverte par ce couplage au nickel différente, c'est que si on met des ligands chiro sur le nickel, eh bien, on peut faire ces couplages ici avec un certain degré d'asymétrie. Donc, il y a eu un certain nombre de travaux qui ont suivi ça. Donc, globalement, on voit bien que ce qui paraissait peut-être un petit peu étroit initialement ouvre des possibilités très, très importantes. Et donc, ce qu'on va en partie voir au prochain cours avec d'autres choses, et aussi notamment formation d'hétéroradicaux et ainsi de suite. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention pour aujourd'hui.